Salut à vous, aujourd'hui on va parler du spin-off House of the Dragon, le tout premier spin-off qui se déroule avant Game of Thrones et qui arrive 3 ans après la fin de la saison 8. Alors oui, je sais, moi aussi j'étais très impatient d'enfin voir ce que la série pouvait nous proposer parce que les promesses étaient énormes. Adapter le livre Fire and Blood, qui est un énorme pavé, c'est quelque chose d'assez important et j'espère que la série va suivre toutes ces promesses parce que vous allez voir dans cette review, l'épisode 1 m'a beaucoup plu, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment intéressé et qui m'ont vraiment captivé. Certains petits détails qui m'ont un peu chagriné parce qu'il faut bien être tatillon, mais en tout cas voilà, c'est super parce que House of the Dragon est enfin là. J'ai l'impression de revenir un peu en arrière où on était en 2019, on disait au revoir à Game of Thrones, on savait pas trop où on allait aller. Et bien House of the Dragon est enfin là. Je vais découper ça en deux parties, une première partie plutôt générale où je vais vraiment parler sans spoiler l'épisode que vous pouvez donc voir, et une deuxième partie beaucoup plus spoilante qui va s'attarder sur les différents points et détails. Étant donné aussi que j'ai lu le livre, je vais éviter de spoiler tout ce qu'il se passera après parce que effectivement, si j'ai envie, je peux vous spoiler carrément toute la série dès le premier épisode, mais c'est pas le but, hein. On va essayer un petit peu d'anticiper ce qu'il pourrait se passer dans l'épisode 2. Il y en a qui connaissent l'histoire, il y en a qui ne connaissent pas l'histoire, il y en a qui ne veulent pas connaître l'histoire, et c'est pour ça que je me permettais de faire ce rapide petit point. Je vais pas tergiverser pendant 30 000 ans sur la série, ce que c'est, de quoi ça parle. Je vous renvoie directement à toutes mes dernières vidéos que j'ai réalisées à ce sujet. Donc vous avez de quoi faire si vous voulez vraiment tout connaître sur la série. Et pareillement, je vous encourage aussi à vous abonner parce que je constate que vous êtes encore beaucoup à ne pas oser franchir le pas. Profitez-en, c'est toujours gratuit et ça ne vous coûte qu'un clic. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sans spoiler de cet épisode 1 d'House of the Dragon? Moi, pour ma part, j'ai trouvé cet épisode vraiment bien rythmé, très réussi du point de vue esthétique. J'ai beaucoup apprécié un petit peu toute cette continuité avec Game of Thrones où l'on retrouve notamment beaucoup de lieux qu'on connaît, la salle du trône et ses environs, Port-Réal aussi, avec des plans en prise de vue réelle qui sont peut-être des décors de la saison 8 de Game of Thrones recyclés pour l'occasion. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien, il y a toute une continuité installée, on sait très bien où on en est, on sait pertinemment que la série se déroule plus de quasiment 2 siècles, hein. On est 172 ans avant la naissance de Daenerys. Donc là aussi c'est bien d'avoir réussi à borner tout cela pour que les personnes qui ne connaissent pas l'histoire ou qui ont du mal à appréhender ou comprendre où nous sommes, eh bien ça permet de donner ce cadre géographique et historique pour mieux cerner les enjeux de la série à venir. Esthétiquement parlant, j'ai trouvé ça très réussi, notamment et surtout les costumes qui sont vraiment très détaillés et finement ornés. Game of Thrones avait justement cette finesse dans tout ce qui est décor, réalisme et notamment les costumes, et c'est une très bonne chose parce que là, il y a toute cette continuité qui est installé et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Si j'ai quelque chose à reprocher à cet épisode, ce n'est certainement pas les dragons qui, je trouve, sont justement très expressifs et bien réussis là-dedans aussi. C'est plutôt un petit peu ce mix entre effets spéciaux et effets de prise de vue réelle. Par moment, notamment par exemple, je vais très légèrement spoiler, mais par exemple à un moment on a Alicent et Rhaenyra qui parlent dans un bois sacré. On voit que le bois sacré est réel, c'est plutôt bien fait, mais derrière on voit la ville en fond et j'ai l'impression vraiment que ça fait un petit peu trop effets spéciaux, plastique. Donc c'est ça un petit peu que je reproche. Pareil, à un moment il y a une calèche qui arrive dans le donjon rouge. On voit le donjon rouge qui est massif, qui transpire vraiment le réalisme. Et à côté on a toute la ville qui fourmille de détails elle aussi. Mais je sens un petit peu le côté faux de la chose. Et c'est ce qui me fait un petit peu douter de certains plans. Mais c'est assez léger parce que vraiment je pense qu'il faut avoir l'œil aguerri pour le faire. Et c'est juste un petit peu pour être tatillon sur les bords. Parce que Game of Thrones nous avait justement habitués en première saison et un petit peu moins sur la fin à avoir des décors en prise de vue réelle et de plus en plus aller vers des effets spéciaux. J'espère que House of the Dragon va maintenir cette cohérence là aussi et essayer un petit peu de garder ce mélange, si je puis dire, entre effets spéciaux et prise de vue réelle avec des vrais décors. Ce qui est vraiment génial avec ce premier épisode, c'est qu'on retrouve un petit peu tous les personnages qu'on connaît, donc des Targaryens, des Velaryon, des Baratheon, des Stark. On voit beaucoup de personnages, des Lannister aussi, donc ça c'est vraiment très très cool. Et en plus on sent qu'il y a toute une continuité qui a voulu être instauré pour rassurer les fans, faire comprendre qu'on est dans l'univers de Game of Thrones, que ça se passe avant Game of Thrones, et ça c'est vraiment très réussi de ce point de vue là. On voit que ce premier épisode est très tourné vers la politique, ça me rappelle beaucoup les premières saisons de Game of Thrones où il y avait beaucoup de dialogues, les personnages qui prennent le temps, qui discutent, il y a beaucoup de mise en contexte, de situations, chose qu'on avait justement un petit peu perdu sur les dernières saisons où l'action prenait le pas sur les intrigues politiques et les dialogues. C'est tout à fait normal,
original, les dernières saisons de Game of Thrones, il n'y avait pas les livres et donc il n'y avait pas toute cette substance de Martin qui faisait justement là le charme des premières saisons de Game of Thrones. Et là, on sent qu'ils ont essayé de construire quelque chose de cohérent, mais aussi de respectueux par rapport au livre, et j'ai trouvé ça vraiment très réussi, parce que le livre Fire and Blood, pour celles et ceux qui l'ont lu ou qui vont le lire peut-être, je l'espère, ce livre est très descriptif, il n'y a pas tant de dialogue que ça, donc il fallait vraiment arriver à inventer toute cette consistance et ce liant pour relier les informations entre elles et parvenir à quelque chose de cohérent. Je vais rapidement passer sur le casting, mais tous les acteurs sont vraiment géniaux. L'acteur de Viserys est incroyable, j'aime beaucoup ce personnage, le fait qu'il soit tiraillé entre deux camps, qu'il ait une certaine douceur, mais aussi un petit peu de rancœur vis-à-vis de son frère. Tous les personnages sont assez partagés. Je dirais peut-être même ce sont des personnages un peu gris, ils sont pas tout blancs ni tout noirs, ils sont entre deux. Donc c'est bien là aussi d'avoir des personnages ambigus qui savent manier tout l'art oratoire pour berner le spectateur et nous faire croire qu'en fait c'est un parfait salopard, mais de l'autre côté, il peut agir comme une personne assez douce et très gentille. Donc c'est ça aussi qui fait le charme de ces premiers épisodes. On va avoir beaucoup de mise en contexte, des personnages qui vont appuyer là aussi et montrer toute leur psychologie. Par exemple Daemon Targaryen avec l'acteur qui est super Matt Smith, qui incarne un Daemon très sombre, même un petit peu envieux, taquin. Donc c'est vraiment tout le caractère du personnage qui est surnommé le Rock Prince, c'est-à-dire le prince vaurien, un prince donc qui a été élevé au rang de prince, mais qui est aussi un personnage fougueux et qui peut être assez agaçant par moments. Et je trouve que l'acteur a vraiment trouvé ce juste milieu entre ça. Parvenir à jouer Daemon Targaryen, c'est pas donné à tout le monde, et je trouve que Matt Smith s'en sort vraiment très bien. Il en va de même pour les deux actrices qui incarnent Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower. Je trouve vraiment ça très intéressant de montrer ces personnages qui s'aiment dans un premier temps et qui vont avoir une évolution dans le fil de la série. Là aussi, les actrices sont très impliquées et je trouve que par rapport à leur version adulte qu'on devrait voir sans doute plus tard dans d'autres épisodes, peut-être à la moitié de saison, j'en ai aucune idée. Les deux enfants collent beaucoup avec leur version adulte et la psychologie des personnages est là aussi très intéressante. Donc là aussi, ça annonce quelque chose d'assez intéressant et vraiment réussi pour ma part. Enfin, je vais brièvement revenir sur la bande originale de Ramin Djawadi qui s'inscrit à la fois entre continuité, nouveauté et recyclage, donc c'est vraiment très bien là aussi. Je n'ai pas été totalement dépaysé du point de vue de la musique et je m'attends à ce qu'il y ait des morceaux beaucoup plus iconiques. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait que Ramin Djawadi, et là c'est peut-être moi, j'ai l'impression qu'il a beaucoup joué avec l'instrument de musique qui s'appelle un doudouk. C'est un instrument de musique, je crois, turc ou arménien, quelque chose comme ça. Et c'est un instrument de musique qui fait vraiment un petit peu une sonorité orientale. Donc j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve cette sonorité-là qui était très assimilée au thème de Daenerys Targaryen en première saison, avec les Dothraki, ce côté un petit peu sauvage, oriental. Et bien là, je trouve que le doudouk, on l'entend beaucoup, et ça permet justement d'ancrer les Targaryens dans cette continuité avec Valyria, le fait que ça soit un territoire situé de l'autre côté du détroit. Je trouve ça très intéressant de jouer sur cette sonorité pour à la fois ancrer quelque chose avec la continuité de Daenerys en première saison, mais aussi un petit peu ces sons qui font vraiment penser à quelque chose d'assez ancien. Si vous le voulez bien maintenant, je pense qu'on va passer dans la partie spoiler. Je vais pas m'éterniser non plus sur cette partie, je vais essayer de reprendre les grands axes de l'épisode chronologiquement, puisque ça c'est bien. L'épisode 1 nous propose une chronologie linéaire. J'avais justement un petit peu peur que la série adopte un point de vue mixant plusieurs chronologies qui avancent en même temps et qui se recoupent à la fin comme l'avait fait The Witcher avec la saison 1. Donc là aussi c'était quelque chose d'assez rassurant de voir qu'on était encadré du début à la fin et qu'on avançait dans le temps. L'épisode s'ouvre avec une introduction et je pense, si je me trompe pas, c'est l'actrice de la vieille Rhaenyra Targaryen qui parle en fond, et je trouve ça là aussi très intéressant, le fait de montrer qu'elle raconte son histoire. Peut-être qu'on la verra plus tard en tant que narratrice, qui racontera à ses enfants comment elle en est arrivée à cette situation-là dans l'épisode, et un peu faire l'historique de sa famille et toute l'histoire qui entourait justement la succession du vieux roi Jaehaerys Targaryen, qui là aussi est très réussi, donc je m'attendais peut-être à le revoir plus tard dans la saison. Visiblement c'est pas le cas du tout, donc bon, on va rester sur ce design du vieux roi Jaehaerys en saison 1, c'est-à-dire un vieux roi qui semble être arrivé au bout de course. Je crois qu'il est décédé, il avait à peu près dans
dans les 70 ans, donc le fait qu'il n'ait pas une grande barbe comme dans le livre, c'est un peu dérangeant là aussi, mais c'est du détail. Vu que le Grand Conseil s'est déroulé en l'an 101 et que le roi est décédé en l'an 103, il est possible que pendant 2 ans il ait laissé pousser sa barbe et qu'on ne l'ait tout simplement pas vu dans cette série. Peut-être qu'il aura un flashback, qui sait, donc là aussi il ne faut pas laisser la porte fermée. En tout cas, c'était très bienvenu d'introduire tout ça avec le Grand Conseil de 101 à Harrenhal, et j'ai trouvé ça très judicieux de commencer la série par ça, pour montrer que les femmes n'ont pas le droit d'hériter selon cette loi qui a été plus ou moins instaurée. Donc c'était pas vraiment des lois écrites, c'était des lois pour montrer justement le rôle de chacun et structurer la société, notamment tout ce qui est dans la continuité royale. Et là aussi c'était assez curieux, mais l'épisode 1 a voulu ancrer la série avec Game of Thrones en nous proposant une espèce de petit encart qui nous montre justement que la série s'est déroulée à telle période, telle chose, et que ça se passe 172 ans avant le roi fou et la naissance de Daenerys. Donc là aussi, le spectateur sait où il est, on sait que c'est beaucoup de temps en arrière, donc ça permet là aussi de se situer, et c'était vraiment bienvenu parce que il le fallait. Je suis quasi sûr que beaucoup pensent qu'House of the Dragon est une suite à Game of Thrones. Pas du tout, ça se passe bien avant. Petite surprise, j'ai pas vu de générique. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que je me suis endormi ou j'ai trop papillonné? Mais j'ai pas vu de générique, j'ai juste vu le logo des Targaryens. Et là, je pense que c'est une théorie de ma part, mais comme l'épisode 1 se déroulait exclusivement à Port-Réal, on va des fois un petit peu à côté ou juste devant, en plein milieu de la ville, mais on reste quand même dans le centre de la ville. Donc là aussi, est-ce que c'est une volonté de pas mettre le générique en premier épisode? Je pense que c'est le but, de montrer qu'un peu on rentre dans l'univers des Targaryens avec ce logo du dragon. Pourquoi pas? J'espère que l'épisode 2 va nous montrer quelque chose de différent, peut-être une carte à la façon de Game of Thrones. Je pense qu'il y aura une espèce de générique, mais à partir de l'épisode 2, et qu'ils n'ont pas voulu le montrer en épisode 1, parce que l'épisode 1 restait centré sur Port-Réal. Maintenant, s'il n'y a pas de générique dans les prochains épisodes, je trouverais ça assez dommage quand même, parce que c'était utile le générique de Game of Thrones, c'est que ça permettait de voir où l'on était. La carte évoluait aussi, parce que Winterfell, des fois par exemple, était en feu, on voyait le logo des Stark, donc on comprenait que c'était les Stark. Après on voyait le logo des Greyjoy, puis des Bolton, et enfin le logo des Stark. Là aussi c'était très intéressant, et ça permettait de se situer sur la carte et sur l'espace géographique qui compose cet univers. Donc j'espère vraiment qu'il y aura, et là je croise les doigts, qu'il y aura un générique pour l'épisode 2. La suite de l'épisode nous montre Rhaenyra Targaryen qui évolue dans le ciel sur son dragon Syrax, et c'était là aussi bienvenu de montrer un petit peu toute cette envergure, le fait que Rhaenyra est une femme qui a envie d'évoluer avec son dragon, qui se pense plus homme que femme et qui aurait peut-être aimé être homme, je pense. Donc là aussi c'était vraiment bienvenu de montrer tout cela. Ça nous permettait aussi d'avoir quelque chose d'assez contemplatif où l'on voit le donjon rouge dans toute sa splendeur avec quelques échafauds comme quoi il n'est pas terminé, mais aussi la grande cité de Port-Réal avec tout au fond l'écurie de Fausse Dragon qui est un grand centre des dragons tout simplement, où l'on voit des dragonniers qui accueillent Rhaenyra Targaryen avec son dragon et des piques pour un peu encadrer le dragon et lui donner des ordres. Donc c'était là aussi vraiment un choix très intéressant, en plus de montrer vraiment tout l'envers du décor avec Fausse Dragon où les dragons atterrissent. On voit quelques ossements aussi, on voit Harold Westerling qui est un personnage qui va être un petit peu le garde royal personnel de Rhaenyra, mais aussi Alicent Hightower qui vient directement auprès de son amie pour parler avec elle. Et d'ailleurs là c'était assez intriguant parce qu'on voit que Rhaenyra a envie d'inviter Alicent à faire un vol à dos de dragon, mais elle préfère rester plutôt terre à terre, un petit peu comme si cela préfigurait son futur rôle où Rhaenyra va être au dos de son dragon à faire un petit peu entre guillemets la guerre, et Alicent plutôt à terre en train de jouer avec les intrigues politiques. Viennent ensuite beaucoup de scènes où Rhaenyra va parler avec sa mère Aemma Arryn, la reine qui est assez présente pour sa fille, qui va un petit peu lui dire quel est son rôle. Elle a juste un rôle de mère, entre guillemets, je vais caricaturer, mais de poule pondeuse, elle doit juste pondre des petits Targaryens et rien de plus, alors que Rhaenyra aspire à quelque chose de bien plus grand. Et je dirais peut-être même que ça va encore plus loin avec les parallèles de Game of Thrones. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu donné une sorte de psychologie d'Arya à la princesse Rhaenyra Targaryen, c'est-à-dire que Arya Stark, pour celles et ceux qui s'en souviennent dans les premiers épisodes, elle n'avait pas envie de faire la couture, elle n'avait pas
pas envie de faire la cuisine ou d'être une future épouse aimante, elle voulait plutôt partir à l'aventure avec Jon Snow. Et bien là c'est pareil, Rhaenyra Targaryen, elle n'a pas envie vraiment de cette condition de femme qui reste au donjon rouge, elle a plutôt envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand et aspire justement à cette évasion, chose qu'elle retrouve bien plus tard avec Daemon Targaryen, son oncle, qui est assis sur le trône de fer. Donc là aussi, c'était intéressant de voir que Daemon Targaryen est déjà un petit peu prétentieux à ce niveau-là, parce qu'il ose s'asseoir sur le trône de fer qui est réservé normalement au roi, peut-être des fois à la main du roi lorsque le roi est absent, et en plus avec l'épée sur le côté, comme s'il s'inscrivait dans une certaine continuité et peut-être même une volonté d'être considéré comme l'héritier légitime du trône de fer. En plus, j'aime beaucoup aussi la complicité qui se dégage entre Rhaenyra et Daemon d'un côté. Ça me fait là aussi encore plus penser à Game of Thrones, puisqu'il va offrir un collier en acier valyrien, comme Jon Snow qui offre une épée, c'est-à-dire aiguille, à Arya Stark en épisode 1, et il y a tout ce répondant qui semble sortir entre les deux personnages de Game of Thrones et les deux personnages d'House of the Dragon. Donc là aussi on voit qu'il y a une certaine volonté de s'inscrire dans cette continuité globalisée de la saga. J'aime aussi beaucoup le fait que Rhaenyra soit un peu en admiration face à Daemon. On sent qu'elle a envie et qu'elle envie un petit peu cette liberté, le fait que le prince puisse sortir et entrer quand il veut, qu'il puisse aller guerroyer à gauche et à droite avec son dragon. Elle aurait envie de faire ça, mais étant donné qu'elle est une femme, elle n'en a pas vraiment le droit. Donc c'est là aussi vraiment très important, et ça permettra justement d'ancrer toute la psychologie des personnages pour le futur de la série. On enchaîne avec le conseil restreint qui nous permet là aussi d'introduire une grande partie des personnages qui gravitent autour de la sphère politique de Viserys Targaryen. On a tout d'abord Otto Hightower, la main du roi, qui est dans une sorte de posture assez modérée, il a envie de tempérer un petit peu tout ça, alors qu'à l'inverse, on a également Corlys Velaryon qui intervient et qui met en garde le roi en lui disant qu'il y a la triarchie qui se structure et qui commence un petit peu à se tailler un royaume, notamment dans les terres disputées. Et là où cette scène a toute son importance, c'est que Corlys Velaryon entre plus ou moins en contradiction avec Otto Hightower, et on commence à voir toute la psychologie des personnages qui se dégagent. On a Otto Hightower le modéré et Corlys Velaryon celui qui a envie d'être un peu plus réactionnaire et qui a envie justement de bouger le roi et de le sortir un peu de cette situation figée. Viennent ensuite beaucoup de scènes qui montrent la complicité entre Rhaenyra et Alicent Hightower. On les voit toutes les deux en train de se raconter des histoires sous un vieil arbre qui n'est autre qu'un Baral sacré, un arbre qu'on connaît toutes et tous parce qu'il est le cœur même de l'histoire de Game of Thrones, notamment chez les Stark. Et là ça permettait un petit peu aussi de faire un clin d'œil parce que cet arbre était absent de Game of Thrones alors que normalement il était bien présent. Ça permet un petit peu d'ancrer toute cette, encore une fois, et je vais le dire énormément de fois, cette continuité entre Game of Thrones et House of the Dragon. C'est vraiment ça qui ressort dans cet épisode 1, une continuité mais aussi qui nous invite à quelque chose de nouveau, notamment la complicité entre les deux filles qui semble assez un petit peu opposée sur certains points de vue. Rhaenyra montre qu'elle est cultivée, qu'elle connaît toute l'histoire de Dorne, et là aussi encore plus un parallèle, comme par hasard il parle de qui? La princesse Nymeria qui s'est enfuie du continent des Sauces pour aller ensuite vagabonder sur les océans avant d'arriver à Westeros et de se marier avec le prince Mors Martell qui deviendra plus tard la maison Martell et qui donnera justement là aussi naissance à l'un des plus puissants royaumes des 7 couronnes. Encore une fois, ce parallèle avec Nymeria, donc la princesse guerrière qui mène son peuple à la victoire, on voit un petit peu encore le parallèle avec Arya Stark et la louve d'Arya qui s'appelait Nymeria, et Arya qui est une sorte un peu de Nymeria Stark entre guillemets, où elle va évoluer en tant que guerrière et non pas en tant que femme princesse entre guillemets. Là aussi c'est encore une fois ce parallèle pour montrer que le destin de Rhaenyra est beaucoup plus éloigné que celle qui lui est destinée, c'est-à-dire une princesse. Et bien non, elle va devenir plutôt une sorte de guerrière, et ça on le verra bien plus tard. Autre moment de complicité entre le roi et son épouse Aemma Arryn, et j'ai trouvé ça vraiment très important de montrer que le roi a toute une douceur et qu'il est assez attentionné avec son épouse. Ça démontre un petit peu aussi que des fois il peut y avoir des mariages d'amour, donc là aussi c'était très important de montrer toute cette complicité entre le roi et son épouse, le fait que la reine semble fatiguée, elle a fait beaucoup de fausses couches parce qu'ils se sont mariés tous les deux très jeunes, et justement le maître dans le livre estime que comme Aemma Arryn s'est mariée
trop jeune, elle n'était pas entre guillemets assez mûre pour avoir des enfants, et c'est ce qui explique pourquoi elle a eu beaucoup de fausses couches avant d'avoir Rhaenyra beaucoup plus tard. On verra dans la suite de l'épisode notamment cette fausse entre guillemets couche qui emmène à la mort de la reine. Et le désir de la reine de dire que c'est la dernière fois qu'elle fait une couche et qu'elle ne veut plus avoir d'enfants après parce qu'elle est trop fatiguée, ça permet là aussi de montrer que eh bien Viserys, il a quand même conscience de cela et qu'il se prépare plus ou moins à comprendre que la reine ne veut plus d'enfants et que c'est la dernière fois, donc il faut absolument avoir un garçon, sinon cela risque de fragiliser sa lignée. Viennent ensuite beaucoup de scènes qui vont nous montrer Daemon en tant que prince de la ville entre guillemets, puisqu'il est le lord commandant de la garde du guet, c'est-à-dire une sorte de police qui fait la police dans Port-Réal pour faire régner l'ordre alors que la ville est plutôt délaissée aux voleurs mais aussi aux pervers. Daemon est là pour un petit peu remettre de l'ordre et il le fait avec violence, j'ai jamais vu ça. C'est vrai que dans les livres, on savait que Daemon n'y allait pas par quatre chemins, mais alors là, il y va direct, il coupe tout, main, les parties intimes des gars, la tête, enfin vraiment, il y va direct, donc il fait régner entre guillemets la terreur. Ça lui vaudra un petit peu ce surnom de prince vaurien, c'est-à-dire le mec qui est là, qui fait régner l'ordre, tu as volé, je te coupe la main, pas de jugement, on y va direct. Il va être rappelé à l'ordre dans le conseil restreint, et là aussi on voit encore plus l'opposition entre Otto Hightower qui est quelqu'un de plus modéré et Daemon Targaryen qui est quelqu'un de beaucoup plus réactionnaire, et le roi qui est entre les deux, qui essaye un petit peu de peser la balance, et Daemon de l'autre côté qui promet à son frère qu'il va être beaucoup plus mesuré, chose qu'il ne fait pas totalement. Donc là aussi c'était vraiment très important de montrer cette scène et de montrer la future rivalité et querelle entre Viserys et son frère Daemon. Donc vraiment une scène très intéressante et assez violente, je m'y attendais pas totalement de voir ça, donc voilà. Pourquoi pas, c'est HBO, c'est de la violence, c'est du sexe, c'est du gore, donc on est habitué. Et en parlant de sexe, là aussi, on a Daemon qui va traîner dans une maison close et qui va rencontrer la jeune Mysaria, qui est une sorte de... Alors là, c'est assez intéressant parce que normalement dans le livre, je crois qu'elle est lysienne, c'est-à-dire qu'elle vient de la ville de Lys. Et là, ils ont voulu un petit peu jouer sur le fait que c'est une actrice, je crois, japonaise, et elle va un petit peu plus donner cette dimension exotique à la saga, un petit peu comme le faisait Mélisandre qui venait d'Asshai. Et je pense que Mysaria va avoir ce rôle de sorcière un petit peu. En plus, Mysaria, elle sera surnommée plus tard Lady Misère parce qu'elle faisait littéralement la misère aux voleurs et aux ennemis de Daemon. Donc on va voir comment cela va évoluer. Mais en tout cas, une chose est sûre, Mysaria a cette volonté de graviter autour de Daemon, un petit peu comme le faisait Mélisandre avec Stannis où elle lui chuchotait quelques idées. Donc à voir comment cette relation entre Mysaria et Daemon évolue dans les prochains épisodes. Et là on arrive au cœur de l'épisode 1, c'est-à-dire ce tournoi qui est donné en l'honneur du futur prince qui devrait normalement naître peu après le tournoi. Donc là aussi c'était un bon choix scénaristique de montrer ce tournoi là comme cœur d'épisode pour montrer toutes les rivalités et l'affrontement entre les puissances d'un côté, mais aussi les entre guillemets les dieux de l'autre, où Viserys va devoir faire un choix vraiment machiavélique et cornélien. Pour le tournoi, tout tourne autour de Daemon Targaryen et de sa future rivalité avec Otto Hightower. J'aime beaucoup là aussi le fait qu'il choisisse l'un des fils d'Otto Hightower comme premier adversaire, comme s'il était un petit peu dans une logique de vengeance pour se venger justement de Otto Hightower qu'il avait critiqué lors du conseil restreint, et on sent toute la rivalité et la perfidie de Daemon dans le regard quand il choisit le Lord Hightower. Et en plus, lorsqu'il désarçonne le fils d'Otto Hightower d'une manière pas trop légale, eh bien il va venir demander la couronne directement à Alicent Hightower qui lui donne d'une manière un peu neuneu, elle réfléchit pas totalement. En plus j'aime beaucoup le regard de Daemon qui vient, qui regarde Otto Hightower et qui lui dit un petit peu du regard, ben voilà, j'ai fait manger la terre à ton fils, il a bouffé des dents la terre, il en peut plus, le cheval est par terre, maintenant je vais prendre la couronne à ta fille et en plus je vais continuer et gagner le tournoi. Donc là vraiment il y a toute cette perfidie et cette prétention de Daemon qui ressort, et l'acteur Matt Smith le fait vraiment très bien. Ça permet là aussi de montrer un petit peu la montée en puissance de Criston Cole qui parvient à désarçonner Daemon Targaryen et à le battre en combat singulier. Un petit peu là aussi, alors c'est peut-être moi, je vois des parallèles partout, mais j'ai un peu l'impression de voir le parallèle du combat entre la Montagne et Oberyn Martell en saison 4, où Oberyn a gagné entre guillemets, son adversaire est à terre, mais comme il va un peu le narguer et qu'il continue à tourner autour et qu'il manque d'attention, il se fait battre. Et bien là Daemon c'est pareil, il a foutu Criston Cole à terre, mais comme il parade un peu pour montrer qu'il est le king et le chef, et ben il se fait mettre à terre à son tour et il
reconnaît finalement sa défaite, donc c'était là aussi un petit parallèle assez intéressant à saisir. Et cela permettait en plus, comme je l'ai dit, de montrer que Criston Cole est un futur personnage qui aura son importance dans la saga. On a aussi au tout début du tournoi une certaine petite animosité entre Rhaenys et Viserys, et Otto Hightower va le souligner en lui disant « Mais attendez, elle se fait appeler la reine qui ne fut jamais par un des Baratheons », c'est quand même un petit peu dissident, mais j'ai trouvé ça là aussi plutôt bienvenu de montrer que Rhaenys, elle est quand même là pour jouer un petit peu son rôle. Et là aussi, petit clin d'œil, le fait qu'elle dise à son cousin Baratheon « Merci cousin », eh bien c'est tout à fait normal parce que les Baratheons, à la base, ils proviennent d'Orys Baratheon qui serait prétendument un bâtard lié à la famille d'Aegon Targaryen. Donc là aussi, pour ancrer toute cette continuité et montrer que les Baratheons sont quand même un peu proches du point de vue de la parenté des Targaryens. Et en parallèle de tout ce jeu politique qui se joue pendant le tournoi, on a le roi Viserys Targaryen qui va voir son épouse Aemma Arryn directement en couche, et j'ai trouvé la scène assez perturbante, je m'attendais pas à ça, et ça permettait là aussi de voir que, encore une fois, les personnages sont assez ambigus, ils sont pas tout noirs ni tout blancs, ils sont plutôt gris, et le roi est partagé entre deux choix, sauver l'enfant ou perdre les deux. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un troisième choix, c'est-à-dire sauver la femme. Là, clairement, il choisit de sauver le fils alors qu'il peut perdre les deux. J'ai trouvé cette scène très dure à regarder, c'était pas forcément facile, en plus, moi, tout ce qui est médical, j'ai un peu du mal, mais alors là, vraiment, le fait qu'on voit toute l'incision, qu'on voit le maître directement chercher dans le ventre de la reine qui se débat, qui comprend ce qui lui arrive, c'est vraiment tragique et c'est horrible. Là, c'est clair que c'est une scène vraiment très choquante et perturbante, et je pense que beaucoup vont détester Viserys pour ce choix parce que, au final, ça n'a pas du tout porté ses fruits. Le prince Baelon décède un jour après, c'est vraiment de la tragédie pure, et c'est vraiment bienvenu parce qu'on ressent tout ça dans le livre, mais je ne me rappelle pas qu'on nous ait raconté ça dans le livre, donc à voir, il faudrait que je relise ce passage. On voit tout le choix cornélien du roi, et justement j'ai été très triste pour lui d'apprendre la mort de la reine et de voir que l'enfant n'a pas survécu aussi. Effectivement, un choix très intéressant et bien fait, parce que je sens que c'était vraiment une prothèse qui était mise sur la reine et qu'on voyait le maître aller chercher dedans, donc ouais, ça me fait des petits frissons d'y penser, mais voilà, vraiment une scène choquante comme on a l'habitude de voir dans Game of Thrones, et comme j'espère qu'on va pas trop en voir dans House, mais étant donné que j'ai lu le livre, je pense qu'il y aura des scènes beaucoup plus choquantes que ça. Ah oui, ça je vous rassure. Hein. Viennent ensuite les funérailles de la reine et de son enfant. Là aussi, c'était très important de montrer cela et de montrer qu'on n'enterre pas les morts, mais plutôt qu'on les brûle. Donc avec le feu du dragon, là aussi, pour montrer toute la continuité et le respect du lore établi par J.R.R. Martin. C'était assez intéressant de voir que le roi, pendant les funérailles, il ne détourne pas du regard la reine et son enfant, alors qu'à côté il a Rhaenyra Targaryen, et on sent que Rhaenyra est très triste parce que, eh bien, elle se sent vraiment délaissée. Elle aurait aimé être accompagnée par son père, à savoir que son père est là pour elle. Viserys n'en a rien à faire d'elle, et elle dit ce mot Dracarys limite avec les larmes aux yeux parce qu'elle sent que elle enterre la seule personne qui comptait pour elle et qui avait vraiment toute une tendresse et attention pour elle. Donc là aussi, j'ai trouvé cette scène très importante pour le futur, et notamment la scène finale. On arrive dans le dernier quart de l'épisode où toute la question de la succession est remise en cause puisque la reine est morte avec son fils. Donc le roi se retrouve un petit peu face à un dilemme. Il doit choisir entre son frère et sa fille Rhaenyra. Là aussi, c'est un petit peu malvenu d'aborder cette chose comme ça, et on sent que le roi est partiellement agacé par la situation. Il a l'impression vraiment que les gens se disputent sur le corps et les ossements de ses enfants, et de son épouse aussi, parce qu'il faut savoir qu'il a perdu, je crois, 4 ou 5 enfants en fausse couche. Donc vraiment, là aussi, on sent que Viserys est assez agacé par la situation, et qu'il est décidé un petit peu à mettre la question de la succession ailleurs un petit peu, parce que là il a envie de faire son deuil, et on sent que là il y a un personnage qui va tirer son épingle du jeu. C'est tout d'abord Daemon qui observe la scène et qui regarde un petit peu comme le faisait Peter Baelish à des époques par le trou de la serrure. Il va regarder et observer de loin pour voir ce qu'il se dit sur lui, et Daemon là aussi c'est très important pour lui parce qu'il permet de voir en qui il peut avoir confiance. Donc il voit que Corlys Velaryon défend plus ou moins son cas, mais il voit aussi que Otto Hightower est totalement opposé à Daemon Targaryen, parce que Otto Hightower va dire que Daemon serait un roi absolument cruel et monstrueux, comme l'était le roi Maegor le Cruel justement, qu'il y a toute cette animosité, et Daemon arrive à percevoir en qui il peut avoir confiance et en qui il ne faut pas du tout avoir confiance. Là aussi, ça sera très important pour la suite, et notamment la future relation qui sera tissée entre Daemon et Corlys Velaryon. Et justement, je reviens sur Otto Hightower,
parce qu'il sait que le roi est seul, qu'il est reclus dans sa tour, qu'il est reclus même dans sa chambre, en train de sculpter une espèce de citadelle valérienne, donc là aussi c'est très intéressant. Au début je croyais qu'il jouait au Warhammer au début parce qu'il avait des espèces de figurines. Je pense qu'il se fait une espèce de maquette pour un petit peu se recentrer sur quelque chose, parce que Viserys vient de perdre son épouse et son enfant, donc il se recentre sur quelque chose qui lui permet de s'évader et de penser à autre chose, le passé glorieux de Valyria étant le meilleur moyen d'oublier tous les tracas des soucis. Et je trouve ça très intéressant qu'Otto Hightower joue un petit peu ce rôle de jeu politique en envoyant sa fille et en lui disant « tu devrais mettre la robe de ta mère ». Alors ça c'est très important là aussi, parce que je pense que Otto Hightower fait ça pour faire paraître Alicent plus vieille, afin qu'elle joue un petit peu un jeu de séduction avec le roi Viserys, pour un petit peu essayer de tirer son épingle du jeu, parce que Otto Hightower il sait que le roi vient de perdre sa femme, et que donc soit il nomme sa fille comme héritière, soit il épouse quelqu'un d'autre, soit il nomme son frère. Donc il y a vraiment une carte à jouer, et c'est très intéressant de voir Otto Hightower en tant que joueur du jeu des trônes. On est au premier épisode et déjà on sent que les chaises musicales vont commencer. Donc là, c'était très bienvenu, et l'actrice d'Alicent le joue vraiment très bien. Elle montre toute la compassion auprès du roi qui en a vraiment besoin. On enchaîne avec la première querelle opposant Viserys et son frère Daemon Targaryen. Le prince étant en train de célébrer la mort de l'héritier du roi, parce qu'il sait que ça veut dire qu'il sera l'héritier légitime, parce que le roi n'a pas de fils, parce que Rhaenyra est une femme et elle n'a pas le droit d'avoir le trône. Eh bien, il va célébrer la mort de son neveu Baelon, et ça déclenche une première querelle, là aussi à cause d'Otto Hightower, parce que Otto Hightower avait placé des espions pour espionner le prince, et là aussi c'était vraiment judicieux de montrer cette scène, parce qu'on a la première fracture entre le roi et son frère, où le roi est confronté vraiment à la violence verbale de son frère, le fait que Daemon a beaucoup de rancœur contre son frère parce qu'il ne l'a pas nommé en tant que main du roi, et de l'autre Viserys qui a envie de faire confiance à son frère, mais qu'il sent qu'il ne peut pas totalement lui faire confiance, mais la fracture est totale, et les deux personnages se séparent sur une première querelle qui risque sans doute d'en appeler d'autres. Donc c'était là aussi important. En plus j'ai beaucoup aimé le fait que Daemon se présente avec son épée noirceur, et que le roi est assis sur le trône avec l'épée feu noir pour montrer qu'il est le roi, et en plus il montre clairement qu'il est le roi en haussant le ton. Donc c'était là aussi bienvenu de montrer cette scène, d'autant que Viserys va se couper le doigt, et c'est une coupure non pas anodine parce qu'il s'est déjà coupé le dos une fois sur le trône, et ça montre qu'il n'a peut-être pas fait le bon choix. Il faut savoir que le trône de fer a réputation de couper ou d'entailler les rois ou successeurs ou princes qu'il juge indignes de s'asseoir sur lui, donc là aussi c'est très important comme petit détail. On a ensuite une discussion très intimiste entre le roi Viserys et sa fille Rhaenyra qui a lieu au pied du crâne de Balerion la Terreur Noire, et j'aime beaucoup le fait que Viserys ait un peu cet éclair de génie et cette conscience. Bah oui, en fait j'ai une fille, pourquoi je peux pas nommer ma fille comme héritière? Et il va essayer un petit peu de la questionner, de voir qu'est-ce qu'elle a comme ambition, est-ce qu'elle se sent concernée, qu'est-ce qu'elle voit à travers les yeux du dragon Balerion la Terreur Noire. Et là, improbable, pendant la discussion, t'as Viserys qui va confier un secret, mais alors là, c'est une théorie, je ne l'ai pas vu venir. Et ben là, le roi, il est entré les deux pieds dans le plat directement, il lui a dit, oui, mais tu sais, en fait, il faut que je te confie un secret, c'est un secret qui se transmet de roi en héritier, donc là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il va lui confier? Et il lui balance que le roi Aegon le Conquérant a eu une vision, et qu'il fallait qu'il unifie le royaume, parce qu'il y aurait une menace qui menaçait le royaume, ou qui menacerait plus tard le royaume, et que cette menace viendrait du nord et de le froid glacial, et qu'il a appelé cette vision la chanson de glace et de feu. Alors là j'étais en mode bon ben les gars, ça suffit quoi, ça suffit, c'est trop. Je me suis dit bon, la vision, ok, c'est une vieille théorie connue qui date de 2017-2018. Cette théorie suppose que Aegon aurait sans doute vu l'arrivée des marcheurs blancs plus tard, donc un petit peu comme Daenerys la rêveuse qui avait vu le fléau de Valyria bien avant que ça se produise, donc il aurait conquis les couronnes pour créer ce trône de fer et cette unité pour combattre l'hiver qui arrive. Et le fait de l'appeler la chanson de glace et de feu, là j'ai trouvé que c'était too much. Autant la théorie, je veux bien, Martine en a parlé, c'est une théorie de fan qui est assez connue, mais l'appeler la chanson de glace et de feu, là j'ai trouvé que c'était trop. C'était trop parce que là c'était en mode, vous voyez les gars, c'est la chanson de glace et de feu, est-ce que t'as compris? T'as compris le clin d'œil? Le titre de la saga Game of Thrones, le titre qui a donné la série Game of Thrones, les marcheurs blancs, là on a vraiment, j'ai trouvé que c'était trop, mais
voilà, c'est peut-être moi parce que j'aime bien les clins d'œil subtils, par exemple le fait qu'on ait pendant le tournoi un héros qui va parler et qui va annoncer le prince Daemon Targaryen et qui a un vêtement tout rouge avec un logo Targaryen noir, c'est peut-être un clin d'œil au fait que les feux noirs, une branche Targaryen bâtarde, sera menée par Daemon Feu Noir plus tard. C'était un clin d'œil ou alors c'est un énorme anachronisme parce que les feux noirs apparaissent des centaines d'années plus tard. C'est pas très méchant, je pense que beaucoup ne vont pas le comprendre parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire. Peut-être que certains vont le saisir, mais voilà. Je m'attendais pas forcément à ça, sachant que Martin est derrière l'épisode et qu'il est derrière un petit peu certaines idées du script. Peut-être qu'il a validé cela, on verra cela dans les bonus ou dans les différentes analyses. Mais voilà, c'était une théorie qui n'en est plus une, c'est une véritable information maintenant. Mais voilà, ça m'a un peu perturbé toute cette histoire. Et j'espère que je serai peut-être pas seul, hein, on verra. Et l'épisode se permet de conclure sur la nomination de Rhaenyra Targaryen comme héritière avec toutes les différentes familles qui viennent lui rendre hommage. Et derrière, t'as Daemon qui part avec Mysaria, et j'ai trouvé ça là aussi un parallèle très important, le fait de montrer que Rhaenyra arrive vers le trône et que Daemon s'en éloigne. Donc là aussi, quelque chose qui sera appelé à évoluer dans le futur, parce que la relation entre Daemon et Rhaenyra est appelée là aussi à beaucoup évoluer dans les prochains épisodes. Bref, qu'est-ce que je peux dire en conclusion de cet épisode 1 ? C'est un épisode très intéressant, très important, j'ai dû le dire 10 fois le mot intéressant et important, mais je le pense vraiment, je trouve qu'il est bien ancré dans toute cette continuité de Game of Thrones et qu'il permet de montrer qu'il y a des parallèles connus et qu'il y a certaines théories aussi connues des réalisateurs pour nous montrer qu'ils connaissent le lore et qu'ils ont envie de faire plaisir aux fans et d'avancer là aussi. Il y a un certain respect de l'univers quand même, bon, mis à part cette histoire de héros et de tambour avec la combinaison habillée en rouge, c'est un petit anachronisme avec les feux noirs, ou alors c'est un clin d'œil subtil, il faudra voir si c'est comme ça ou pas. La psychologie des personnages est respectée, et d'ailleurs j'aime beaucoup le fait que les personnages sont assez ambigus, qu'ils ont parfois de la violence et de la douceur en eux, donc là aussi c'est très très important pour la suite. Rhaenyra qui est assimilée à une sorte d'Arya Stark, pourquoi pas, on va voir, dans les livres elle n'est pas totalement comme ça, mais j'aime beaucoup le fait qu'elle soit un petit peu montrée comme étant fougueuse, parce que ça permettra de justifier le fait qu'elle se rapprochera plus tard de Daemon Targaryen, mais je vais pas en dire trop non plus. Et justement, en parlant de Daemon, le fait que ce personnage soit beaucoup plus détestable dès le départ que gentil, eh bien là aussi c'est très important pour la suite, parce que Daemon a ce caractère de personnage prétentieux, violent, difficile à saisir, et ce n'est pas pour rien que c'est le Targaryen préféré de J.R.R. Martin, un personnage ambigu qu'on adore pour l'instant détester. Et je dirais aussi 2 mots sur la musique. J'ai trouvé ça assez curieux de terminer sur la musique de générique Les Derniers des Stark, The Last of the Stark, qui était la toute dernière musique de Game of Thrones, là aussi pour un petit peu revenir sur la boucle, c'est-à-dire Game of Thrones s'est terminé avec cette musique, House of the Dragon commence par cette musique. Donc là aussi c'est assez intéressant de montrer qu'il y a tout un cycle qui est remis en place avec la fameuse chanson de glace et de feu, cette théorie qui n'en est plus une. Donc on verra ce que nous réserve l'épisode 2, mais en tout cas une chose est sûre, l'épisode 1 commence sur les chapeaux de roue, il y a de la violence, du sexe, de la politique, des coups bas, bref, beaucoup de choses, et ça me laisse espérer beaucoup de bonnes choses pour la suite. Donc voilà, une review, je l'espère, qui vous aura intéressé, qui vous aura peut-être permis de voir quelques points clés sans pour autant trop vous spoiler, je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 2. Merci beaucoup à vous et à la prochaine, salut!